Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'Imaginoire est une émission pensée et réalisée en étroite collaboration avec des familles touchées par la déficience visuelle. Et l'émission du jour donne à nouveau la parole à Lise, qui le mois dernier nous avait narré son parcours en inclusion scolaire dans le noir, un peu complexe. Et qu'en est-il alors de son entrée dans la vie active ? Eh bien, c'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Également au menu du jour, une nouvelle chronique des podcasts à découvrir, nommée La Peau, proposée par Valérie. Et pour commencer l'émission, eh bien on laisse la parole à Arthur Chazelle, créateur du projet Touch2See, qui a pour but l'inclusion des déficients visuels dans le sport. Je lui laisse la parole. Il va expliquer ça mieux que je ne saurais le faire. Bonjour, je suis Arthur Chazelle, le fondateur du projet Touch2See. Chez Touch2See, on s'intéresse à l'inclusion des personnes aveugles ou malvoyantes dans le sport. En 2022, les personnes en situation de déficience visuelle ne bénéficient que de l'audiodescription pour suivre un événement sportif. L'audiodescription, c'est une solution qui présente de nombreuses limites et qui n'est pas satisfaisante en termes d'inclusion, d'autonomie et de bonne compréhension du match. Chez Touch2See, on souhaite améliorer l'inclusion des personnes aveugles ou malvoyantes dans le sport en développant une tablette tactile et une audiodescription. La tablette tactile, qui s'apparente à un terrain de sport en miniature, reproduit les déplacements du ballon et des joueurs en temps réel grâce à des retours haptiques et à des vibrations. L'audiodescription, informatisée et interactive, apporte des informations générales telles que le temps de jeu, le score et les fautes. Aujourd'hui, on a besoin de vous. On a réalisé plusieurs prototypes et nous cherchons des volontaires pour pouvoir les essayer. Nous avons également un questionnaire auquel vous pouvez participer par téléphone. Si vous avez des questions ou que vous êtes intéressé, vous pouvez me joindre au numéro de téléphone, le 06 26 80 65 79. Le 06 26 80 65 79. Alors bien sûr, nous nous chargeons de vous redonner en fin d'émission le numéro de mobile d'Arthur et de vous partager le lien vers l'étude en question via la page Facebook dédiée à l'Imaginoire. Je veux bien sûr parler du facebook.com/l'Imaginoire, LIMAGINOIR, tout simplement. On enchaîne maintenant avec la suite du témoignage de Lise qui, le mois dernier, nous parlait de son parcours scolaire et qui, aujourd'hui, va nous parler de son apprentissage du braille, de la fin de ses études et de son entrée dans la vie active. Pour moi, quand je suis arrivée en seconde, c'était le bon moment pour moi pour apprendre le braille parce qu'évidemment, il y avait de plus en plus de documents à lire et ma vision ne me permettait pas d'être performante dans la lecture, quoi. Je lisais très lentement. Alors c'est sûr, quand j'ai commencé le braille, je lisais aussi lentement, mais au moins, je n'avais pas la fatigue. Donc je pouvais quand même lire beaucoup plus longtemps. Et puis petit à petit, je me suis perfectionnée dans la lecture du braille et je suis allée de plus en plus vite. Et après l'informatique, j'ai aussi découvert la synthèse vocale qui m'a permis encore d'aller plus vite dans la lecture. Et finalement, pour faire mes études, ça a été vraiment... Après le bac, je me suis orientée vers des études de langue, en langues étrangères appliquées. Anglais et allemand, puisque c'était mes deux premières langues. Et puis oui, j'avais pu aussi conserver l'espagnol, qui était ma troisième langue, j'avais pu le conserver à la fac. J'ai fait 2 ans à Lyon, et la troisième année, j'ai eu l'opportunité de partir en Allemagne, dans le cadre du programme Erasmus. Alors, complètement inconsciente. Inconsciente. Confiante, en tout cas. Confiante, optimiste. Je me suis dit, c'est bon, en plus on m'avait certifié qu'il y aurait quelqu'un sur place pour m'aider à prendre mes marques. Quand je suis arrivée en Allemagne, ça a été retour à la case départ. Il n'y avait rien de prévu en fait, et même d'ailleurs à un moment on m'a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas inscrite à l'université de Marbourg ? C'est là où les déficients visuels vont, parce qu'il y a un service adapté. Alors j'aurais répondu tout simplement parce que l'échange universitaire avec Lyon 2, il se fait avec l'université de Bielefeld. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je suis là. Mais ça a été une année terrible. Vraiment, j'avais pas d'accompagnement, contrairement à ce qui m'avait été promis. J'avais aucun accompagnement.
Je me suis retrouvée donc seule, loin de ma famille, en colocation, dans un endroit que je connaissais pas, dont je maîtrisais la langue que très partiellement. Heureusement, j'avais une colocataire russe qui était là déjà depuis quelques mois et qui elle, pour le coup, m'a beaucoup aidée, m'a un peu prise sous son aile, et qui était un peu plus âgée aussi, voilà, qui a fait jouer un peu les grandes sœurs et qui m'a permis quand même de trouver mes marques dans cet environnement plutôt hostile. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Nous sommes en compagnie de Lise, qui nous parle de son entrée dans la vie active. Comment dire, à l'issue de tes études supérieures ou pendant tes études supérieures, tu avais une idée précise de ce que tu voulais faire après ? J'avais pas forcément une idée précise quand j'ai démarré ces études-là. J'étais intéressée par les voyages, les rencontres, le côté multiculturel m'attirait, mais je savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Et après, donc, quand je suis revenue en France, je suis allée à Aix-en-Provence, j'ai fait une maîtrise, donc toujours en langues étrangères appliquées. Et là, il y avait la possibilité de choisir entre plusieurs options: commerce international, import-export ou traduction. Et moi, c'était vraiment la traduction qui m'intéressait. Niveau professionnel, après, tu as travaillé rapidement, tu as rencontré des difficultés, ou ça a été un long fleuve tranquille? Oh non! Ce silence en dit long. Oh non, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc, après Aix-en-Provence, j'ai fait un DESS, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Master 2, de traduction à Orléans cette fois. Et puis après, je suis allée, il y avait un stage donc, pour valider le DESS que j'ai fait à Blois. Puis après ce stage qui s'est transformé en CDD puisqu'il y avait l'opportunité, donc Après, je suis revenue à Lyon parce que finalement, après toutes ces péripéties, je crois que j'ai déménagé au moins 10 fois pendant mes études, entre les stages, les changements de ville, voilà. Et j'ai décidé de revenir à Lyon parce que c'était quand même ce qui me semblait le plus confortable au niveau des commodités, des possibilités et des opportunités que cette ville offrait. Et notamment pour trouver du travail. Alors j'ai cherché du travail. Mais évidemment, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Les entreprises ne sont pas forcément très ouvertes à l'embauche de personnes déficientes visuelles. C'était en plus avant la loi de 2005, donc je pense que cette loi, malgré tout, elle a permis une prise de conscience et une évolution des mentalités, même si c'est loin d'être rose aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même des choses qui ont un petit peu bougé. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être une extraterrestre quand je m'adressais aux entreprises, et c'était donc voilà. Clairement, j'étais en recherche d'emploi au moins 3 ans. Ça a été quand même, sur ces 3 ans, j'ai quand même réussi à avoir des petits contrats de traduction. J'ai fait de la transcription aussi, de la transcription d'entretien pour des chercheurs à l'université. J'ai fait aussi de la formation à l'accueil des personnes handicapées auprès du CNFPT, donc le centre de formation de la fonction publique. J'ai fait des petites choses comme ça, donc j'avais pas non plus un CV complètement vide, mais quand même mon premier emploi stable, je l'ai trouvé, je
3 ou 4 ans après avoir validé mon diplôme. Ok, on se fait une pause dans le témoignage de Lise pour mieux la retrouver en fin d'émission. On laisse maintenant la parole à Valérie, qui nous propose une nouvelle chronique de la peau, une chronique dédiée à ses découvertes de podcasts à ne pas louper. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Peau, votre rendez-vous de l'actualité des podcasts. On connaissait le goût des Français pour la radio, on découvre leur engouement pour l'audio. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un podcast qui mijote dans mon esprit depuis un moment. Un podcast savoureux sur la bouffe. Ça s'appelle Bouffon, comme une injonction non à déguster mais littéralement à dévorer. Cela va des lamens pour le premier épisode à la chicorée pour le dernier en date. Bref, de quoi faire son marché. Chaque semaine, Bouffon, je cite le pitch de présentation, décortique un sujet culinaire et social avec une invitée ou plus, chef, professionnel passionné, mais aussi sociologue ou géographe, pour une discussion qui donne faim tout en donnant à réfléchir. Fin de citation. Vous l'aurez compris, Bouffon est une émission consacrée à la bonne bouffe, aux saveurs du terroir, dans une démarche citoyenne et éco-responsable. Hey, qui tu as dans la peau ? Bouffon est apparu sur les ondes en décembre 2017 et depuis 5 saisons, Émilie Lestari fait saliver gourmands et gourmets. Ça parle bonne chère, bonnes adresses, bonnes pratiques. Certes, mais cela ne vous aura peut-être pas échappé, le titre de l'émission est aussi à double tranchant. Il peut également être entendu du côté du grotesque, voire du grossier. Oh, Bouffon, il y aurait un revers de la médaille. 2 numéros, les 101 et 147, reviennent justement là-dessus, ou plutôt là-dessous, sur le dessous des tables, des grandes tables qui n'est pas à proprement parler joli. Au cours de ces 2 épisodes situés à 1 an d'intervalle, Bouffon s'attelle à dénoncer les pratiques malheureusement courantes qu'on trouve dans les cuisines de certaines grandes tables. Pratiques inacceptables, maltraitance, sexisme, racisme. Et bien entendu, c'est encore plus marqué pour les femmes. En arrière-cuisine, cela va de la blague grivoise à la main aux fesses et parfois jusqu'à l'agression sexuelle. Bouffon a le courage de traiter ici de la maltraitance qui transforme les grands chefs en véritables bouffons et laisse un arrière-goût d'étoile amère. Le courage d'ouvrir l'antenne pour dire et faire entendre haut et fort ces dessous de table qui sont passés sous silence, balayés d'un coup de torchon. En septembre 2020, Émilie Lestari ouvrait la saison 4 de Bouffon en recueillant le témoignage de 3 jeunes chefs sur le sexisme en cuisine et l'impact qu'il a sur leur carrière. Ces témoignages sont édifiants. En particulier celui de Marion Gauthier. Elle a vécu une situation extrême de harcèlement et de ce fait a dû quitter les cuisines de la grande table où elle officiait pour créer son propre restaurant, le Café Mirabelle. Oui, à la table de ces grands bouffons, non seulement on ne parle pas la bouche pleine, mais on est prié de la fermer. 1 an plus tard, pour clore la saison, Émilie Lestari remet le couvert avec Marion Gauthier. Car, une fois de plus, la magie des ondes a opéré. En effet, quelques jours après son enregistrement dans Bouffon, Marion Gauthier rappelle Émilie Lestari. C'est en écoutant son propre témoignage qu'elle prend conscience que ce qu'elle a vécu n'est absolument pas normal et décide d'agir pour que les choses changent en cuisine. Pour ce faire, elle a l'idée de créer une association avec d'autres femmes chefs. Naît alors bondir.e, c'est le nom de l'association. Elle intervient dans les écoles de cuisine pour faire de la prévention auprès des jeunes générations et les inviter, je cite Marion Gauthier et elle ne mâche pas ses mots, à briser les chaînes, casser ces générations de chefs gueulards, vieux cons, racistes, misogynes, sexistes. C'est QFD. Ça, c'est dit, car avec Bondir, on peut l'ouvrir. Voilà, c'était le menu du jour, les épisodes 101 et 147 de l'émission Bouffon d'Émilie Lestari, à retrouver sur la plateforme Nouvelles Écoutes. Et si vous avez encore faim, vous pouvez picorer dans tous les autres numéros, il y a de quoi se mettre sous la dent.
La peau, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel épisode. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Une émission pensée et réalisée avec des familles touchées par la déficience visuelle et accompagnée par l'association Résonance, le média participatif de proximité en Drôme-Ardèche. On retrouve maintenant la suite et la fin du témoignage de Lise, qui en était à nous parler de son embauche dans son premier emploi. Et mon premier emploi stable, c'était hôtesse d'accueil téléphonique chez Leroy Merlin. Avec un bac plus 5, c'est bien. C'était un temps partiel. Moi, j'avais vraiment la volonté de travailler en entreprise. C'était vraiment important de me confronter au monde de l'entreprise. C'est vrai que finalement, quand on s'oriente vers des études de traduction, le métier de traducteur, il s'exerce beaucoup en freelance. Il y a peu de postes salariés. Au-delà du handicap visuel, ce qui explique en partie la difficulté à trouver un emploi. Moi, je voulais vraiment trouver un emploi en entreprise, donc ce qui fait que j'avais aussi élargi à des postes d'assistante bilingue, trilingue, ce genre de choses, quoi, où mes compétences linguistiques pouvaient être valorisées. Mais c'était pas le cas chez Leroy Merlin. Mais voilà, ça m'a permis de connaître l'ambiance de l'entreprise. Bon, je regrette pas, de toute façon il n'y a rien à regretter. Hein. C'était formateur d'être au contact de la clientèle, de voir à quel point les êtres humains peuvent être énervants. Et l'entreprise, Leroy Merlin, c'est la première fois là où tu travaillais qu'ils accueillaient une salariée déficiente visuelle? Oui, ils avaient cette volonté d'embaucher des personnes avec handicap, puisqu'ils avaient déjà, je crois, deux caissières sourdes. Et ils avaient une personne, donc au même poste que moi, ils avaient une personne en fauteuil roulant. Je me souviens qu'il y avait aussi... dans les rayons, il y avait des conseillers de vente. Il y en avait un qui était malvoyant et qui était d'ailleurs, qui suivait un diplôme en alternance à Villeurbanne. J'étais embauchée en mai 2007 et je crois que l'aménagement de poste est arrivé en octobre 2008, il me semble, quelque chose comme ça. Et finalement, très peu de temps après, je leur ai annoncé que je partais. Mais là aussi, il faut que je raconte parce qu'en parallèle de ma recherche d'emploi et de ce poste chez Leroy Merlin qui était à temps partiel, je me suis beaucoup investie dans les associations de personnes déficientes visuelles. Et notamment donc à la commission accessibilité du comité Louis Braille. J'ai rencontré une personne, donc Georges Masson, qui était déjà très impliqué sur ces questions-là. Quand je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui aime aussi valoriser les autres. Enfin, très vite, en fait, il m'a impliquée dans ces combats pour l'accessibilité, qui, moi, me tenaient à cœur aussi, parce que c'est vrai que jusque-là, j'avais eu beaucoup l'habitude de m'adapter à mon environnement, de contourner des difficultés.
Mais à aucun moment je m'étais dit, mais en fait peut-être que la société peut s'adapter aussi un minimum à nous, quoi. Et surtout que tout le monde n'a pas forcément les capacités de contourner les obstacles et de s'adapter en permanence. Je me suis vite prise au jeu et donc j'ai participé aux commissions d'accessibilité. On a fait des états des lieux parce qu'à l'époque il y avait très peu de feux sonores. Et il y avait beaucoup de dysfonctionnements et puis il y avait aussi une implantation qui était complètement aléatoire. Donc on a fait des relevés sur le terrain, on a fait remonter aux élus, c'était une époque où on a commencé finalement les toutes premières commissions entre usagers et techniciens. Parce qu'avant, tout ce petit monde ne se parlait pas du tout. Et le fait de se parler, ça résout pas mal de problèmes parce que chacun comprend les contraintes de l'autre. Et on a pu vraiment avancer sur ces questions d'accessibilité pour la ville de Lyon. Et c'est donc par ces activités-là que j'ai connu Gilles Rochon, qui était le patron de la société EOGuidage, donc qui est l'inventeur des feux sonores radiocommandés, enfin tels qu'ils sont normalisés en France. C'est une société qui a été créée en 1993. Donc lui, il commençait à penser à sa retraite et il était à la recherche d'une personne. Enfin, il avait dans l'idée que d'avoir une personne déficiente visuelle en interne, ça permettrait de garantir que la mission de cette société soit respectée et que, alors je reprends ses propos, que ça dissuaderait les ingénieurs de partir dans des délires complètement déconnectés de l'usage. Voilà, donc c'était un peu son point de vue, son parti pris. Et un jour, j'ai reçu un mail qui m'était adressé à moi ainsi qu'au président du comité Louis Braille, qui disait est-ce que vous connaîtriez une personne déficiente visuelle qui serait prête à venir travailler dans notre entreprise sur un poste commercial, enfin. Et moi, je me suis bien gardée de le transmettre à qui que ce soit. Mais je crois qu'il avait quand même une petite idée derrière la tête. C'était pas totalement un hasard qu'il me l'avait envoyé à moi. Et donc j'ai répondu, oui, il y a une personne que je connais très bien, c'est moi. J'ai présenté ma candidature, j'ai été prise, mais sur une idée finalement, sur une intuition, mais sans réelle fiche de poste. En parallèle, moi, je faisais beaucoup de veille sur l'accessibilité, les technologies, le marché. Je me suis mise à faire une revue de presse qui était très, très appréciée de la direction. On s'est dit que ça pouvait aussi servir l'externe. Donc j'ai commencé à rédiger des contenus aussi pour le site internet. En parallèle, je participais, j'avais un rôle de conseil aussi auprès de mes collègues sur les projets de mise en accessibilité sur lesquels ils travaillaient, sur le contenu des messages sonores qu'on pouvait mettre dans les feux sonores, dans les balises sonores, enfin tous les équipements qu'on vendait de signalétique sonore. Et voilà, et maintenant ça fait bientôt 13 ans que je suis dans cette société qui a changé de nom entre-temps puisqu'elle s'appelle Okinea. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Lise, Valérie, Arthur, Pierre-Marie et Thierry. Pour participer à l'étude de Touch2See autour de l'inclusion des déficients visuels dans les milieux sportifs, contactez Arthur Chazelle au 06 26 80 65 79. Et si de votre côté vous êtes touché par la déficience visuelle, sachez que l'Imaginoire est un outil gratuit, ouvert à toutes et tous, et qui peut porter votre voix. N'hésitez pas à nous contacter par mail à l'imaginoire@lilo.org, par Facebook, facebook.com/l'imaginoire, ou en contactant votre radio qui nous transmettra le message. Autre info importante, retrouvez désormais l'Imaginoire sur votre appli de podcast, via Deezer, Spotify, iTunes ou que sais-je encore. Et nous avons diffusé notre lien de flux RSS via notre page Facebook, alors n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager. L'Imaginoire est une émission accompagnée par l'association Résonance.
et c'est un projet soutenu par la CAF Drôme. À bientôt pour une nouvelle émission.